Bienvenue à cet autre épisode de notre podcast Ici la diversité entrepreneuriale. Mon nom est Brice Kamgang, je suis privilégié d'animer ce podcast et dans le cadre de cet autre épisode, je reçois quelqu'un qui est une source d'inspiration, un entrepreneur issu de la diversité comme vous le savez et qui a une histoire à nous raconter, qui a des pépites, qui a des informations qu'il va nous donner qui vont sans doute vous inspirer d'une manière ou d'une autre. J'ai le plaisir de recevoir à présent Rasmi. Rasmi, merci d'être là, ça va? Ça va très bien, ça me fait plaisir de partager mon histoire un peu. Merci beaucoup. En tout cas, on sait qu'en tant qu'entrepreneur, tu es très occupé, tu es sollicité, mais tu as trouvé le temps de venir et vraiment, on est reconnaissant pour ça et on te dit merci beaucoup. Merci infiniment. Ah, il faut, parce que le REM a toujours été un support formidable pour Fidelis également. Excellent, excellent, good. Donc, d'entrée de jeu, Rasmi, parle-nous un peu de toi. C'est qui Rasmi? Rasmi, moi je suis originaire du Cambodge. Je suis né en 1964. La guerre est arrivée dans les années 70. Okay. Puis après ça, en 1975, les Khmers rouges, pour faire une histoire courte, les Khmers rouges ont pris le pouvoir à Phnom Penh. Ils ont évacué les gens. Puis on a été déportés dans les campagnes très lointaines pour travailler pour ce qu'on appelle les travaux forcés. Okay. Ouais, alors, avant d'arriver ici, en 1975, le contexte, c'est qu'on n'avait pas de télévision, on avait seulement la radio, pas de... En fait, le contact avec le monde extérieur, c'était pas comme maintenant avec l'Internet. Mm-hmm. Alors, pour vous dire que j'ai jamais vu de Canadiens d'origine africaine. Moi, je pensais que tout le monde ressemblait aux Asiatiques, tout simplement. Alors, la guerre est arrivée en 75, ça a duré longtemps. En 79-80, nous sommes sauvés de là, du Cambodge vers la Thaïlande. Nous étions dans les camps en Thaïlande avant d'arriver ici. Mes parents, ils ont impliqué pour plusieurs pays, dont le Canada. Le Canada a répondu en premier. Alors, mes parents, ils ont dit oui tout de suite. Il faut sortir de cet enfer-là. Oui, parce que la guerre et le génocide au Cambodge, c'était quand même très atroce. Sur 7 millions, il y a eu presque 3 millions de morts également. Alors, plusieurs membres de la famille You et de côté de ma mère aussi ont beaucoup péri dans cette période-là. Alors, ils ont dit oui, puis le Canada a accepté. Puis, une fois arrivé, nous sommes arrivés ici en 1981. Le contexte aussi, c'est que quand je suis arrivé ici, j'étais illettré encore. Alors, quand la guerre est arrivée dans les années 70, je n'avais pas encore terminé mes études de primaire. Alors, après, une fois arrivé à Montréal, moi j'étais placé avec mes sœurs en classe d'accueil. Alors selon mon âge, après 2-3 mois en classe d'accueil, ils m'ont mis en secondaire 5 parce que j'avais 17 ans. Alors mes parents, ils ont contesté, ils ont dit il était encore illettré, il savait ni lire ni écrire, on n'a jamais vu, j'ai jamais vu de civilisation, les gratte-ciels, le métro, tout était nouveau pour moi. Alors, ils ont contesté, puis ils ont décidé, mes parents ont contesté, ils m'ont mis en secondaire, ils ont décidé de me placer en secondaire 3 dans les classes régulières. Puis c'est grâce à mes parents que j'ai pu terminer mon secondaire 3, mon secondaire 4 et 5. Alors, mon secondaire 5, j'ai fait ça à l'école du soir, le cours des adultes. Alors, travailler à temps plein, puis etc. Travailler à temps plein, puis aller à l'école à temps partiel, je connais très bien cette réalité-là. Quand mes employés me parlent de ça, je comprends très bien leur réalité. Alors, le seul diplôme que j'ai et les seules études que j'ai, c'est l'étude de secondaire. Alors, j'ai fait mon secondaire 3, 4 et 5. Alors, je n'ai pas de diplôme comme universitaire. Non, même pas au cégep. Rien du tout. Et pourtant tu es là. J'apprends sur le tas. Alors, comment ça s'est passé? C'est que il fallait trouver un emploi pour aider nos parents. En 1980, c'était en pleine récession. Alors, il fallait vraiment trouver un emploi. Alors,
j'ai trouvé un emploi comme plongeur. OK? Mais avant de trouver un emploi, nous, les enfants, on demandait à nos parents, mais comment on peut trouver un emploi? Dans mon cas, je connaissais rien. J'ai jamais été en contact avec la civilisation comme ça. Alors, ils ont dit, mais il faut que tu te débrouilles. Hein. Il faut que tu te débrouilles. Il faut que tu sois capable de faire mieux que les gens du pays. Ils ont dit, ils nous ont montré comme, si toi, devant un patron blanc, OK, c'est pas du racisme du tout. Non, OK, non, je puis t'as comprends. un autre. Quand je parle de blanc, c'est pas du racisme, c'est dans notre langage pour Tout à dire fait. que une autre race. OK. Alors si euh, tu, tu te présentes devant un employeur blanc, puis toi, tu as le même diplôme qu'un autre candidat blanc à côté de toi, le même diplôme, les mêmes qualifications, les mêmes compétences, qui a plus de chances? C'est celui qui ressemble à l'employeur. Exactement. Ils nous ont dit comme, c'est pas du racisme. Si c'était chez nous, C'est pareil. on fait pareil. Oui, c'est clair. Alors, il faut que tu sois capable de prouver que tu es meilleur que le gars à côté de toi. Mais comment meilleur? Mais c'est à toi de te démerder. En fait, parce qu'avec les Khmers rouges, on a toujours été habitués à travailler très dur. Très dur. 365 jours par année, pas de vacances. Ils nous donnaient rien à manger non plus. Il y a beaucoup de gens qui crevaient de faim. Alors on était habitués dans des conditions très très extrêmes un petit peu. Alors quand j'ai trouvé mon emploi, j'ai dit à mes patrons, si vous, je parlais pire que ça encore, si vous trouvez moi bon, gardez-moi. Quelque chose comme ça. Oui. Mon français était terrible, 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 vraiment. Wow. Alors, j'étais prêt à travailler gratuitement aussi. Moi, si on ne me payait pas, c'est pas grave. J'étais prêt à changer d'emploi puis trouver un autre emploi. Wow. Alors, c'est comme ça. J'ai trouvé un emploi dans une boulangerie comme laveur de vaisselle. Comme laveur de vaisselle. J'ai commencé vraiment à la base. Ouais. Wow, 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 wow. Et là, tu arrives dans ces conditions-là, tu te démerdes comme tu peux, tu as ce background, tu as travaillé très très fort avec justement la situation dans ton pays d'origine, et puis tu arrives ici, tu fais ce constat-là. Et comment tu fais pour passer justement de cet état, de cette situation, aujourd'hui à avoir ton entreprise Fidelis? Comment est-ce que tu arrives à Fidelis? Comment j'arrivais à Fidelis, c'est que quand je suis arrivé ici, quand j'ai vu toutes les possibilités devant nous, tous les gratte-ciels, toutes les métros, tous les buildings, je me suis dit, si les Blancs, parce que pour moi, les Blancs, c'est comme des dieux. Ils sont beaux, ils sont grands. Même âge, à 17 ans, j'avais l'air d'un chétif toute sale, avec plein de poux, dépourvu de connaissances. Alors pour moi, quand je parle des Blancs, pour moi, c'était un dieu comme tout est possible. Je me suis dit, si les Blancs sont capables de réaliser toutes ces choses-là, les buildings, les métros, toute la technologie qu'on voit, qu'on touche, parce que la première fois quand j'ai vu le téléphone, c'était impressionnant. Une machine distributrice, on met un morceau de métal, on pèse sur un bouton, puis il y a une boisson froide qui sortait de là. Pour moi, chaque jour, c'était incroyable. Oui, en apprentissage. Alors, je me suis dit, si les gens sont capables de faire ça, moi aussi, si je suis capable de faire juste une miette par rapport à eux, ce serait bien. Puis j'étais tanné aussi quand on était chez nous, on travaillait fort, on n'était pas payé, on massacrait les gens autour de nous pour nous faire peur, pour qu'on puisse travailler encore plus. Mais ici, une fois rendu au Canada, je travaillais. À la fin de la journée, on me donnait le restant de pain pour manger. Alors, on nous payait en plus. Je me suis dit, waouh, c'est vraiment formidable. Puis aussi, quand mes parents ils nous ont appris à comment prononcer certains mots, parce qu'il n'y avait pas d'équivalence en cambodgien, mettons comme le mot cheval. Oui. Alors, j'apprenais à prononcer les mots difficiles devant un miroir. Alors, je me regardais aussi devant le miroir, puis je me suis dit, Rasmi,
si tu n'es pas capable de réussir dans, dans une telle abondance comme ça, c'est parce que tu fais exprès pour échouer ta vie. Alors, dans ce cas-là... ouais, c'est même pas la peine, là, ta vie. Ouais, tire une balle dans la tête. Peut-être on devrait couper ce bout-là. Là. Parce que je me suis dit, après ça, ce que je me disais, c'est que même je me dis maintenant, quand on veut aller à l'école, les écoles sont ouvertes, on va à la bibliothèque. À la bibliothèque, il y a plein de livres, on va à l'épicerie, il y a plein de nourriture. Malgré quoi qu'on dise sur le système de santé, on va à l'hôpital. Il y a des hôpitaux, il y a des médicaments, il y a de tout, le système d'autobus. On mal à l'esprit, il y a des psychanalystes, des psychologues, toutes les parties de notre corps, il y a un spécialiste pour soigner, que ce soit le cœur, la peau, il y a un spécialiste pour tout, on ne sait pas quoi faire, il y a des orienteurs à l'école, on va là-bas, on nous prête de l'argent. J'ai dit, comment tu peux ne pas réussir dans une telle abondance? C'est impossible. Il faut vraiment faire exprès pour échouer. Je parle de mon cas. Oui, je comprends. Ouais. Alors, je partais de rien, j'économisais, en fait, parce que quand je suis arrivé ici, j'étais sans le sou, 0 cent, même pas de culotte. Quand tu dis arriver ici, c'est arrivé ici au Canada ou arrivé ici à Gatineau? Non, à Montréal. À Montréal, oui. Ouais. Quand tu es arrivé avec tes parents. Oui, avec mes parents. On était tellement sales qu'on était en quarantaine dans une base militaire à Long-Point pour nous désinfecter, pour faire sortir toutes les cochonneries qu'on avait sur les cheveux et dans les intestins. Oui, pour nous nettoyer. Okay? Ouais. Et là, l'idée de Fidelis, ça vient comment? L'idée de Fidelis, quand j'étais plongeur, je commençais déjà à rêvasser comme « Wow, c'est tellement facile, là. Ça a l'air facile » parce que vu que j'étais déjà habitué à travailler en tant que plongeur, quand je faisais la plonge, quand il ne restait plus rien à faire, je ne restais pas debout. Je donnais un coup de main au pâtissier pour faire ceci, pour faire cela, pour peser ci, couper ça, etc. Puis le plongeur... le laveur de vaisselle finit toujours en dernier. Alors, puis les boutiques étaient... puis ce qu'on appelle les vendeuses avaient besoin des écritures sur les gâteaux. OK? Alors, elle m'écrivait sur un bout de papier, puis me montrait. Puis, il fallait que je reproduise ça sur un gâteau ou sur une plaquette avec un cornet. Alors, c'est comme ça qu'ils ont... Après ça, les chefs, ils se sont demandé, mais qui vous êtes, etc. Puis, bon, ils ont su que c'est moi. Après ça, ils m'ont demandé si je voulais apprendre un métier. Alors, c'était un accident. Mais j'ai toujours voulu démarrer mon propre entreprise, avoir une sorte d'indépendance financière. Oui. Okay? Parce que travailler pendant longtemps gratuitement, c'est pas le fun. Puis j'étais aussi préparé à l'âge de 7-8 ans. Je vendais déjà du pain chez nous à la capitale. Parce que mes parents, ils voyaient venir la guerre, tout ça. Ils ont dit, les enfants, il faut se débrouiller si jamais ils mouraient dans un attentat ou autre. Parce que les bombes sautaient partout quand même, un peu partout à la capitale. Alors, je vendais du pain à 5 heures du matin avant d'aller à l'école. Oui. Alors, je vends encore du pain, mais dans un autre pays. Alors, j'ai toujours aimé faire du commerce. OK. Ouais. Et donc là, tu aimes faire du commerce, pendant que tu travailles à la plonge, tu as tes idées, tu penses que non, tu dois pouvoir créer de la richesse, tu dois pouvoir être libre financièrement, tu dois pouvoir te mettre à ton compte. Pourquoi avoir créé Fidelis et pas une autre entreprise et pas un autre type de business? Ça aurait pu être un magasin de chaussures ou autre, mais l'occasion, c'est la synchro-destinée. L'occasion s'est présentée. Puis, je comprenais très, très bien la chimie des gâteaux, même si j'ai jamais goûté au beurre, ni la crème, ni le lait. Je connaissais rien avant d'arriver ici. Oui. Alors, quand j'étais plongeur, puis j'avais un peu d'économie, dans ce là on travaillait à 3,80 $ le salaire minimum. Avec le peu que je gagnais, j'arrivais à économiser
Parce que mon but, c'est comme, au lieu d'acheter une voiture comme mes amis pour épater les filles, moi, je me suis acheté un vélo qui m'a coûté 35 $ que j'utilise encore. Alors, l'argent qui rentrait, je l'ai placé. OK? J'économisais, alors je marchais, je prenais le vélo, je prenais le métro pour économiser. OK? Parce qu'en marchant, on peut réfléchir aussi à son avenir également. Tout à fait. Mais on peut voir le quartier, le potentiel, etc. Mais quand on roule en voiture, on ne voit pas grand-chose, en fait. Oui. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé. Alors, j'ai pu économiser pour démarrer mon entreprise. Puis après ça aussi, j'étais honnête avec moi. Je me suis fixé en 82, 7 ans pour préparer mon entreprise. Alors, je me suis assis puis je me suis demandé, qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre? La langue, la culture, un métier. Tu connais rien, Rasmi, tu connais rien. Il faut que tu apprennes tout. Mais 5, 6, 7 ans après, je ne connaissais pas encore, parce que après 5 ans, là, après avoir passé 5 ans à travailler dans une pâtisserie, Noël, ça ne me disait rien. Saint-Valentin, parce que quand on est dans l'action, on n'a pas le temps d'apprendre ces choses-là. Tout à fait. Alors, j'étais encore honnête avec moi parce que l'échéancier de 7 ans arrivait très, très prochainement. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'il te manque? OK? Alors, il me manque trouver un partenaire qui connaît bien le pays, qui connaît bien la coutume, même si j'ai un peu de connaissances, mais il va falloir trouver une équipe. Oui, d'abord une équipe. Alors, l'expérience d'équipe, c'était, si je reviens en 1975, quand on était des citadins, quand on a été déportés dans les campagnes, j'étais à l'âge de 11 ans et demi dans ce temps-là. Je me souviens très bien, j'étais très prétentieux. Je demandais aux paysans comment tu veux te battre en karaté ou en taekwondo, parce qu'en ville, on faisait du taekwondo, les arts martiaux, tout ça. J'avais même pas, c'est une histoire honnête, j'avais même pas le temps de terminer ma phrase. J'étais cloué au sol, la face dans le sable, avec un pied dessus. J'ai compris tout de suite, j'ai dit, Rasmi, si tu continues comme ça, dans un endroit que tu connais rien, tu vas crever de faim. Tout à fait. Alors, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ils devenaient mes amis. Ils m'apprenaient comment pêcher le poisson à main nue, comment rentrer dans la forêt pour trouver des plantes grimpantes pour tresser des pièges de poissons, comment trouver des patates sauvages, telle feuille qu'on peut manger, telle racine qu'on ne peut pas manger, etc. En fait, c'est un peu la survie. Alors, comment trouver les œufs de tortue, capturer les serpents, quel type de serpent, tout ça, là. Alors, c'est comme ça que j'ai survécu. Wow. Alors, j'ai appliqué la même recette là où je travaillais dans la petite boulangerie au centre-ville de Montréal. On nous traitait de ching-tok, voleur de job, mais premièrement, je comprenais pas, même si je comprenais, ça ne me dérangeait pas. J'ai déjà vu pire. Wow, ok, ça c'est tellement inspirant. Wow, quel parcours, et J'aime beaucoup le parallèle que tu fais entre la réalité que tu as eue dans les champs, la réalité que tu as eue quand tu as été déporté et la comparaison que tu fais avec ton arrivée ici, ta capacité à être humble, à apprendre pour pouvoir progresser. Exactement. Puis, travailler en équipe. Hein, le succès, souvent, je dis à mes employés, même les oiseaux virevolent ensemble pour tromper les prédateurs. La même chose pour les poissons. Les lions chassent en équipe. C'est rare que les animaux dans la forêt chassent tout seuls. Ils chassent toujours en équipe et travaillent toujours en équipe. Magnifique. Mais l'homme a toujours travaillé en équipe. Magnifique. Rasmi, et là, tu es basé à Gatineau aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a amené étant donné que tu as atterri à Montréal, qu'est-ce qui a fait que tu viennes ici, que tu t'installes à Gatineau? En fait, quand je travaillais dans une petite boulangerie à Montréal. Maintenant, ça n'existe plus. C'est fermé. J'ai toujours une idée en arrière de la tête. Je me suis dit, là, ça fait presque 4 ans que je suis là. J'apprends, je progresse bien, vraiment. Puis je me suis dit, quelle est la future, quelle est la future entreprise, une autre entreprise d'une plus grande taille qui pourrait m'amener un peu plus loin. Alors, j'ai changé de place, j'ai travaillé dans une pâtisserie un peu plus grande. C'est là où j'ai rencontré ma femme
Anne, mon épouse, en fait, on s'est rencontrés, elle faisait son stage là-bas. Elle était en biochimie, elle est québécoise. Elle était en biochimie. Après ça, après 1 an à l'université, elle s'est dit, ah, peut-être que je devrais prendre une année sabbatique pour essayer autre chose, qu'elle a toujours aimé, la pâtisserie. Elle est allée à l'Institut d'hôtellerie, puis là, elle faisait un stage là où j'ai travaillé, puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui. OK. Oui. OK. Puis j'avais mes 3 critères aussi. Je me suis dit, j'avais 3 critères en tête pour choisir mon partenaire d'affaires. Parce qu'au début, c'était comme chercher un partenaire d'affaires. Oui, j'ai eu des propositions de certaines personnes, des hommes d'affaires, tout ça. J'ai refusé parce qu'on n'avait peut-être pas forcément les mêmes valeurs. Alors mes 3 critères, c'était est-ce qu'elle entretient son esprit? Est-ce que la personne entretient son esprit? Est-ce qu'elle lit quelque chose pour progresser? Est-ce qu'elle entretient son corps en faisant du sport? Est-ce qu'elle se nourrit bien aussi? Alors, ces 3 critères-là, c'est le reflet de notre façon de penser. Okay. Puis Anne, mon épouse, elle correspondait à ces 3 critères-là. Parce que je me suis dit, en Lyon, on ne peut pas cohabiter avec une biche. Un jour, il va sauter sur la biche et va le manger. Mais une biche peut cohabiter avec les zèbres, etc. Même s'ils ne sont pas de la même race, mais ils se nourrissent de la même... de végétal. Alors, c'est à partir de ces 3 critères-là. Alors, on a toujours... après ça, ça devient un partenaire de la vie. Puis elle est de la région de Gatineau. Okay. Alors, elle voyait comme il y a beaucoup de possibilités à Gatineau. Parce qu'à Montréal, il y avait quand même des contraintes. Puis ici, il y a plus de possibilités. Alors, c'est pour ça que nous sommes venus nous installer à Gatineau. OK, wow. OK, génial. Donc, fait que vous venez vous installer à Gatineau et vous créez l'entreprise ici. Oui. Alors, j'ai envie de te demander, c'est quoi quel est l'un des plus gros obstacles que tu as rencontré dans ton processus d'affaires? Le premier obstacle, c'était le financement, mais ce n'est pas un gros obstacle parce que nous avions suffisamment de cash pour démarrer même 3-4 fidélistes dans ce temps-là. Parce que nous, on a mis... en fait, on a été refusé plusieurs fois par les caisses Desjardins. Parce que moi, vu que je suis arrivé ici au Québec, je me suis toujours senti bien au Québec. Je me suis dit, quand je vais démarrer mon affaire, je veux juste travailler avec la caisse. OK. Oui. Alors, on a été refusé 5, 6, 7 fois avant que ça soit oui. Comme quoi, c'est toujours des noms qui finissent par déboucher sur des oui. Oui. OK. Ça, c'est un premier obstacle, mais ce n'est pas un grand obstacle. Puis, c'est convaincre les fournisseurs de nous vendre des produits parce qu'on avait les jeunes. Dans ce temps-là, j'avais 25 ans. À l'âge de 25 ans, j'avais un garçon de, je ne sais pas, moi, 17 ans. Puis les gens ne croyaient pas en notre projet, à part la famille proche, mes parents, les parents de mon épouse aussi, vraiment les familles proches. Mais sinon, les fournisseurs, les représentants des compagnies nous ont dit « Ah, c'est mieux de faire autre chose, un tel est meilleur que toi, tu n'as aucune chance. Okay? » Même quand on était en train de peinturer notre boutique, je me souviens des gens rentrés, les représentants encore des compagnies, non, tu n'as aucune chance là à côté d'Antal. Mais en dedans de moi, je me suis dit, pauvre monsieur, tu ne sais pas par quoi je passais. C'est rien du tout par rapport à ce que j'ai vécu récemment. Wow. Alors en fait, on a travaillé très fort, juste pour vous dire que les premières années, je ne dormais pas. En fait, le vendredi matin, je commençais à 5 heures. J'arrêtais seulement à 5h30 du soir le samedi. Je ne dormais pas du tout. Oui, j'étais motivé. Ouais. Wow. Ouais. Je pouvais fonctionner plus que 24 heures. Oui, j'étais motivé, gonflé à bloc. Wow. Moi, je disais souvent à mon épouse, c'est comme si j'avais une pile nucléaire dans moi. J'étais motivé. La motivation, c'est comme... J'ai tout perdu durant la guerre, mais ici, tout est possible. Je vois encore que tout est possible. C'est un monde de possibilités. Le rêve canadien est beaucoup plus fort que le rêve américain. C'est un pays vaste, pas tellement peuplé, plein de ressources. On a de tout ici.
Wow, wow. Alors, comment ne pas réussir? C'est impossible de ne pas réussir. Wow, tellement tu viens de me booster là, c'est tellement inspirant. Non, non, c'est bien, mais tu devrais peut-être donner des conférences, tu devrais peut-être, je ne sais pas si tu as pensé à écrire un livre, mais ça peut inspirer beaucoup de gens. Oh, il y en a beaucoup qui ont des histoires plus intéressantes que la mienne. Mais c'est pas ton histoire. Ouais. Et tu vois, c'est ça. Tu sais que c'est mon métier, c'est ce que je fais au quotidien, c'est d'aider les gens à utiliser leur histoire, soit pour persuader des fournisseurs, persuader des partenaires, vendre leurs produits, ou utiliser leur histoire pour pouvoir communiquer avec leurs employés, motiver les employés. Ça, c'est ma job au quotidien. Et donc, je suis convaincu que dans chaque histoire se trouve une pépite qui est appelée à résonner chez une personne spécifique. Donc, je dis toujours à mes clients, il ne faut jamais simplifier ce qu'on a vécu. Et il ne faut jamais comparer ce qu'on a vécu à ce que peut-être, waouh, j'ai lu l'histoire d'un tel qui est comme waouh. Non, 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 non. Le tel qui a fait un waouh, qui a subi ce qu'il a subi, ça va résonner à quelqu'un de spécifique. Ouais. Toi qui as subi autre chose qui semble peut-être moins important en termes de gravité, ben, tu es appelé à parler à quelqu'un de spécifique qui n'aura pas besoin de l'autre pour être stimulé, mais de toi. Et donc, moi, je suis convaincu que chaque histoire bien racontée vaut diamant. Merci. Donc, faut toujours aller là. Écoute, wow, je pourrais t'écouter comme ça des jours et des jours parce que tu es tellement inspirant d'ailleurs. J'espère que tu m'accorderas un peu de temps pour qu'on continue de bavarder. Moi, j'ai besoin d'apprendre de toi. Ça va me faire plaisir de partager. Excellent. Justement, Razmi, quel conseil est-ce que tu donnerais aux personnes issues de la diversité qui arrivent ici et qui veulent se lancer en affaires? Ce serait quoi, 1, 2 ou 3 conseils? 1, 2, 3 conseils. Moi, je dirais, c'est de tourner la page du passé. OK? Se servir du passé comme un tremplin pour un meilleur monde. Ce qui est passé, le passé est passé. On ne peut pas changer le passé. On pourrait influencer le futur. Alors moi, je tournais la page rapidement. Oui, le génocide. Oui, je n'étais pas scolarisé. Mais après, c'est quoi? C'est quoi? Alors, c'est se servir de ça comme un point de départ. Oui, à cause de la guerre, mais si on revient toujours sur la guerre, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça, on a toutes sortes d'excuses pour ne pas avancer. Moi, je tourne la page, puis après ça, je me suis dit, ça, c'est ma première page, le tremplin. Je vais tirer des leçons de là et je vais y aller. Prends ça comme source d'inspiration, de motivation, parce que je crois que la motivation, ça vient de l'intérieur. Absolument. Okay? Se poser des questions, c'est quoi nos forces, nos faiblesses aussi, puis à être honnête aussi sur nos faiblesses. J'avais des faiblesses, puis en travaillant en équipe, en trouvant un partenaire, en travaillant en équipe, on maximise nos points forts et on minimise nos points faibles en travaillant en équipe. La notion de travail d'équipe, c'est assez important. Puis aussi d'avoir, je dirais, avoir un objectif assez clair, une vision assez claire de ce qu'on veut, puis après ça, de mettre sur papier. Quand je commençais à savoir écrire, j'écrivais tout de suite mes objectifs sur papier. Parce que si ça reste sous forme de pensée, nos neurones créent des courants électriques. C'est pas palpable. Ces électrons-là, il faut les capter puis les figer sur un papier. Ouais. Quand ça fige sur un papier, on peut le modifier après. C'est très simple. Avant de construire un château, il faut quelqu'un y penser, imaginer. Tout à fait. Après ça, mettre sur papier, après ça, faire un plan, puis montrer aux ingénieurs, comme ça qu'on peut travailler pour l'améliorer, l'idée. Alors, c'est parce que si on ne met pas sur papier, c'est très difficile de modifier ou de l'améliorer, ou de réfléchir à partir de là. Sinon, ça devient comme, j'appelle des électrons libres. C'est pas tangible encore. Il faut le capter, ces idées-là, sinon on perd pour toujours. Wow, magnifique. Magnifique, et tu le disais tellement bien. Le monde est une double création. Il y a la création mentale, ce qu'on a pensé, Exactement. Ce qu'on a visualisé. Oui. Et puis derrière, il y a la matérialisation, la création concrète et palpable. Oui, exactement. Oui. Pour mettre sur papier. Absolument. Oui. Très bon conseil. On en a besoin. Et à ton avis, c'est quoi quelle est la richesse ou l'apport particulier de la diversité dans l'écosystème entrepreneurial de Gatineau, à ton avis?
C'est incroyable le support que nous avons maintenant. Okay? Nous, quand on a démarré, c'est avec le Carrefour Jeunesse Emploi. C'était le début de Carrefour Jeunesse Emploi. C'est comme ça qu'on a pu démarrer, faire notre plan d'affaires, etc. Maintenant, vous avez le réseau d'entrepreneurs immigrants. Hein? Il faut en profiter. Hein? Les ressources sont là. Il ne faut pas qu'on soit... Il faut que le futur entrepreneur... Il ne faut pas être gêné. Il faut vraiment faire le premier pas. Oui, le premier pas, aller chercher les ressources. Les ressources sont disponibles. Les opportunités sont là. Si on attend que les opportunités ou les ressources viennent à nous, ça ne marche pas. Il faut chercher, il faut provoquer, il faut vraiment aller chercher de l'aide. Oui. Magnifique. Oui. Magnifique. Magnifique. On va bientôt terminer dans un instant. Je voulais te demander, Asmi, avant de terminer... qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qu'est-ce qui fait que chaque matin, tu te lèves avec cette détermination-là en toi de faire les choses de façon excellente? C'est comme ma façon de dire oui, non, de dire merci à tous ceux et celles qui m'ont toujours aidé. Okay? Pour arriver au Canada, dans les camps, c'est grâce aux dons des gens de partout dans le monde qu'on puisse vivre dans les camps, hein, se nourrir, avoir la nourriture, etc. Puis pour arriver ici. Alors, ce qui me motive, c'est redonner à la société, aider les immigrants, que ce soit aider les immigrants et les Canadiennes aussi, les Québécois de souche, à s'intégrer économiquement. Okay? Parce que je crois que l'immigrant qui arrive, qui ne participe pas à l'économie, il ne peut pas s'intégrer. Okay? Pour moi, l'intégration, ça commence par l'intégration sur le marché du travail. Okay. Okay? Alors, c'est ce qui me motive. Wow, magnifique. Tellement inspirant. Est-ce qu'il y a un dernier mot, Rasmi, que tu voudrais partager avec ceux qui nous écoutent, qui nous regardent avant qu'on se sépare? Un dernier mot, il ne faut pas lâcher, même si parfois on connaît des hauts et des bas, des découragements, c'est temporaire. Okay? Si nous restons positifs, optimistes, on va toujours s'en sortir. Merci infiniment. Oui. Puis les difficultés, ce sont les maîtres incroyables qui nous apprennent à cultiver la patience ou à approfondir notre créativité dans les résolutions de problèmes. Oui. Merci infiniment, Rasmi. Merci d'être venu. Ça me fait vraiment plaisir. Mesdames, Messieurs, c'était un autre épisode de notre podcast, ici la diversité entrepreneuriale. C'était un plaisir de recevoir cet invité extraordinaire qui nous a nourri de son histoire. On a été chercher, on a été abreuvé à ce qu'il a vécu, à ses difficultés. Il nous a donné des pépites et des conseils extraordinaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes autour de vous. Il y a une parole, il y a une phrase, il y a un mot, il y a un brin d'histoire qui peut transformer la vie de quelqu'un quelque part. Vous savez à quel point les mots ont le pouvoir de transformer les vies. Donc, n'hésitez pas à partager ça. Et on se retrouve bientôt dans un autre épisode de Postcard, ici, la diversité entrepreneuriale. Merci, Brice. Merci beaucoup, Rasmi. Vraiment. C'était un plaisir. Oui. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye.